Bonjour, vous écoutez Modeste Schwartz, les post-occidentaux parlent aux post-occidentaux. Alors j'imagine que certains d'entre vous, en voyant d'une part le titre de cette causerie et d'autre part son numéro de série, si vous voulez, c'est-à-dire qu'elle constitue le 6e cours de ma chaire de boomérologie, auront pu avoir l'impression que il y a eu mismatch, qu'il y a eu attribution erronée d'une vidéo à une série. En quoi est-ce que mes choix électoraux de 2027 concernent-ils mon activité scientifique de boomérologue? Eh bien, c'est ce que vous allez immédiatement comprendre en écoutant cette vidéo. Alors, ce que vous aurez déjà probablement deviné, c'est que je ne vais pas voter Mélenchon au premier tour des présidentielles de 2027, si je vis encore d'ici là, si Mélenchon vit encore d'ici là, voilà, dans ce monde idéal, où j'aurai la possibilité au premier tour des élections présidentielles françaises de 2027 de voter Mélenchon, je le ferai. Et comme vous vous en doutez déjà probablement pour ceux qui me connaissent un peu, je ne le ferai pas par adhésion à son idéologie, son discours, qui est une idéologie qui est même l'exemple type de l'idéologie progressiste, donc qui ne colle absolument pas à ma vision du monde. Et il est donc bien évident que si je compte le faire, c'est subséquemment à une forme ou une autre d'accélérationnisme, qui est ce nom un peu néologique, qu'a pris au cours des dernières décennies un concept beaucoup plus ancien qui est tout simplement la politique du pire. Alors ce serait quoi en l'occurrence la politique du pire? Accélérer l'avènement d'un nouveau communisme pour qu'il puisse très rapidement se casser la gueule. Évidemment, c'est toujours le problème du communisme, comme disait Margaret Thatcher, tôt ou tard, vous arrivez à bout de l'argent des autres. Et donc, une fois qu'il s'est cassé la gueule, qu'on puisse enfin reconstruire une société à peu près fonctionnelle, à peu près capitaliste, au sens où, de mon point de vue, le capitalisme, c'est-à-dire la propriété privée, c'est plus ou moins le régime de production dans lequel s'est installée l'humanité à partir de la révolution néolithique, de la généralisation de l'agriculture. Alors, est-ce que ça signifie que je soupçonnerais Jean-Luc Mélenchon d'avoir réellement l'intention d'instaurer un régime marxiste-léniniste, d'instaurer le communisme en France? Loin de moi cette idée, et à mon avis, loin de lui cette idée. Mélenchon, il est comme tous les politicards républicains, et d'ailleurs comme tous les pseudo-patrons de presse du sensationnalisme médiatique mainstream ou dissident, vous voyez, c'est-à-dire que, tant qu'il y a des gogos pour voter, pour s'abonner, pour remettre une pièce dans la machine, lui, tant qu'il gagne, il joue, quoi. Mais en son fort intérieur, donc son fort intérieur de francs-macs du Grand Orient, d'anciens sénateurs socialistes, etc. Non, le marxisme-léninisme, non, faut pas exagérer. Rappelons que sous Staline, quand on était pris en flagrant délit d'appartenance à une loge, on partait, on gagnait des vacances en Sibérie. Donc la question des convictions profondes marxistes-léninistes de Jean-Luc Mélenchon ne se pose pas vraiment. Simplement, de mon point de vue, Jean-Luc Mélenchon, c'est une tête de gondole, c'est une tête de proue, c'est une tête d'affiche, il est tout en haut de l'affiche, il s'y rêvait. Et derrière ce visage dûment lunetté, il y a une dynamique sociale et une dynamique historique. Ce pourquoi je pense que Mélenchon, arrivant au pouvoir, alors soit sera très rapidement débordé par sa base, soit se débordera lui-même. C'est-à-dire que pour ne pas se laisser désarçonner, il sera obligé de faire, comme dirait BHL, du collectivisme sans l'aimer. Alors, ce qu'il faut bien comprendre à propos du collectivisme, c'est que le collectivisme, le booméristan, y est à terme de toute façon condamné. Condamné par quoi ? Par sa dynamique historique la plus générale, mais évidemment, ça va être la poule et l'œuf, et on peut remonter comme ça jusqu'à la Révolution française, jusqu'au traité de Westphalie. Mais le dernier événement déterminant qui fait que le booméristan ne peut plus échapper
tôt ou tard, hein, c'est juste la question de la date. Hein. Est-ce que le collectivisme commencera en 2027? Est-ce qu'il commencera en 2037? En fait, c'est vraiment la seule question, hein, qui reste à résoudre. Et le dernier grand événement déterminant qui, de mon point de vue, fait que le collectivisme en lui-même n'est plus une question, c'est juste la date d'entrée en vigueur du collectivisme qui reste encore plus ou moins à discuter. Cet événement, c'est l'invasion migratoire en cours. Hein. C'est ce que certains appellent le grand remplacement. Alors, c'était très polémique au début quand on utilisait cette expression. Et puis, bon, Macron s'est mis à parler de transition démographique. Hein. Alors, démographique, en quel sens? Il va y avoir plus de femmes, il va y avoir plus de... Non, 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 c'est bien une transition ethnique. Hein. Donc, oui, c'est bien la même chose. C'est ce que d'autres appellent le grand remplacement. Parce que bon, posons d'abord, commençons par poser le décor. Hein. C'est quoi le Booméristan? C'est une société en soins palliatifs. Hein. C'est une société qui ne produit plus. Hein. C'est une société qui, dès les années 80, à part quelques syndicalistes, CGT, des houillères, vous voyez, un peu rugueux, qui ont à l'époque permis à un certain nombre de CRS de se sentir vivre, hein, au sens le plus fort, le plus nietzschéen du terme. Bon. Mais enfin, c'était une poignée, hein, c'était quelques centaines de bonhommes. Et tout le reste, si vous voulez, de la France de l'époque, de l'Occident historique, a regardé le capitalisme apatride, prédateur, démonter les usines et puis les remonter quelque part en Inde, au Bangladesh, au Vietnam. Puis ça tombait bien parce que les boomers, en même temps, ils faisaient pas de gosses. Hein. Je l'ai déjà dit, mais on ne le répétera jamais assez. Ils portent très mal leur nom. Hein. On les appelle boomers parce que c'est la génération du baby boom. Oui, d'accord, mais enfin, qui a engendré, hein, pour qu'il y ait une génération du baby boom? Ben, c'est pas les boomers, c'est eux qui sont nés à ce moment-là. Non, donc les vrais boomers, les auteurs du boom, c'est la génération précédente. C'est ce qu'on appelle les silencieux. Hein. Les boomers, eux, bah, ils ont fait beaucoup moins d'enfants et tous nos problèmes viennent de là. Hein. Donc le nom que mériterait cette génération dite des boomers, c'est en fait la génération des crashers. Hein. Ce sont les auteurs du baby crash de l'Occident historique. C'est la génération à qui on a beaucoup donné, beaucoup prêté, et qui n'a rien rendu en échange. Alors dans une société comme ça, en soins palliatifs, hein, puisque les usines ont déménagé en Asie, bon, ben, ce qui se substitue en quelque sorte à la production, c'est le patrimoine. Hein. Ben, on fait avec ce qui reste, avec ce qu'on a. Et une génération occidentale comme la mienne, par exemple, a déjà grandi avec cette idée, hein, que l'immobilier, par exemple, serait un investissement. Hein, votre investissement dans l'immobilier, hein, la chaîne patrimoine. Bon. Or, en économie stable, en économie monde, compte tenu des conditions, hein, toujours revenir à ça, les conditions de vie et de survie de l'espèce humaine sur la planète Terre, bon, l'immobilier, normalement, c'est jamais un investissement. Parce que ça ne produit rien, parce que il n'y a pas de valeur ajoutée intrinsèque, hein, c'est-à-dire en termes de valeur d'usage. Hein. La maison, l'appartement, bon, bah, une fois que vous l'avez construit, vous pouvez vous en servir comme d'une voiture, mais c'est exactement comme la voiture, c'est-à-dire que vous l'achetez aujourd'hui, hein, demain matin, elle a déjà perdu 20% de sa valeur parce que ça n'est plus une voiture neuve. Hein. C'est exactement pareil que la maison, l'appartement, au contraire, c'est une source de dépenses. Hein. Il va falloir sans arrêt la maintenance, l'entretien, réparer ceci, changer une vitre, changer une tuile. Donc quand on en vient dans une société à parler de l'investissement de l'immobilier comme d'un investissement, bon, bah, c'est qu'en réalité, il n'y a plus d'autres investissements. Ça veut surtout dire qu'il n'y a plus de création de valeur ajoutée, il n'y a plus de production. Ça veut dire qu'on est en train de mettre la clé sous la porte. Alors, à partir de là, le Booméristan, donc d'Occident historique, aurait pu, c'est vrai, adopter une sorte de stratégie japonaise qui aurait permis la préservation à la fois de son homogénéité ethnique. Vous me direz, elle lui sert à quoi si de toute façon, dans 50 ans, il n'y en aura plus? Bon. Mais mettons, hein, préserver l'homogénéité ethnique et en même temps préserver la propriété privée. Parce que dans un tel cas de figure, bon, ben, qu'est-ce qui, théoriquement, hein, pourrait menacer la propriété privée? Le fameux patrimoine. Bon, bah, c'est, on va dire, les déshérités. Hein. Oui, d'accord. Enfin, tant qu'il y a homogénéité ethnique,
si vous voulez, entre voilà, les gens de ma génération, de la génération suivante, hein, dans les mots de Michel Drac, la génération des enfoirés et la génération des baisers. Bon, tant que les baisers, alors parmi les enfoirés, parmi les baisers, il va y en avoir qui vont hériter beaucoup, il va y en avoir qui vont hériter un peu moins, il va y en avoir qui vont presque rien hériter, comme moi. Seulement ceux qui héritent rien, ou presque rien, comment vous allez les fédérer politiquement, hein? L'histoire nous montre que ça ne s'est jamais passé comme ça, hein. C'est-à-dire, on n'a jamais vu une alliance des déshérités en l'absence d'autres facteurs, hein. Des facteurs comme, justement, un changement du paysage ethnique ou un facteur comme l'industrialisation. On ne les a jamais vus se fédérer pour arriver au pouvoir et changer la donne, hein. Ce qu'on a vu, alors justement, à l'époque de l'industrialisation, dans l'Europe industrielle au XIXe siècle, le syndicalisme, bon, c'était quoi en réalité l'enjeu? C'était, hein, je le dis dans les termes de Marx, c'était la question de la propriété des moyens de production sociale, hein. C'était, vous avez une usine, bon, c'est de la production sociale. Vous voyez bien que si les ouvriers font grève, le patron le mieux intentionné, vous voyez, il va dire « Ah c'est pas grave, moi je fais pas grève, moi je vais quand même à l'usine » et puis il va se mettre à une des machines. Vous voyez, bon, il va rien sortir évidemment de la ligne de production, hein. Il faut se mettre à plusieurs, il faut se mettre plus exactement à beaucoup en réalité pour faire fonctionner une usine. Et du coup, les ouvriers, en constatant ça, à un moment, vont dire, bon, c'est un truc qui fonctionne qu'à condition qu'on soit là à peu près un millier, à s'assourdir, à s'intoxiquer avec les fumées, à gâcher notre vie à cette saloperie. Et puis ensuite, la plus-value, bon, ils nous enfilent 20% pour les 800 ouvriers de la base, ils filent encore quelques pourliches à ces contremaîtres, et puis ils se gardent le reste. Bon, attendez, il y a un problème, hein. Donc c'est ce qui amène à cette formulation marxienne et marxiste, hein, donc le problème de la répartition de la plus-value, en l'occurrence de la plus-value productive, de la plus-value industrielle. Ça, ce sont des questions qui ne se posent pas dans une société en soins palliatifs, hein. Il y a une étude Natixis, je crois, que j'avais commentée à l'époque, qui montre que, en fait, non, il y a plutôt, en France aujourd'hui, il y a plutôt une égalisation des revenus, hein, et même le précipice entre revenus du capital, revenus du travail, etc., n'est pas aussi énorme qu'il peut l'être dans d'autres sociétés. Le type d'égalité, en revanche, qui est en aggravation constante, ce sont, et c'est normal, ce sont les inégalités de patrimoine. Ah, c'est vrai que pour comprendre tout ça, moi j'ai un joker, hein, j'abats mes cartes, hein, je vous permets de jeter un coup d'œil aux coulisses. Bon, il se trouve que j'ai vécu dans votre futur, j'ai même plus exactement vécu dans plusieurs de vos futurs. C'est-à-dire, j'ai vécu dans un futur général et lointain qui est l'Europe post-communiste, vers laquelle se dirige, hein, ce que moi j'appelle maintenant l'Europe post-capitaliste. Bon. Mais j'ai aussi vécu dans un futur plus proche, qu'on appelle généralement la Scandinavie ou le monde nordique, hein, en ajoutant la Finlande, qui n'est pas culturellement scandinave, mais bon, d'un point de vue civilisationnel, c'est le même monde. Et donc moi j'ai passé à peu près mi bout à bout, comme ça j'ai passé un semestre de ma vie dans ce monde-là, et très vite j'ai compris que ce que j'y voyais, c'était l'Europe continentale dans 10, 15, 20 ans, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, quand on traverse la Baltique, on gagne une douzaine d'années. Vous voyez, on se projette dans l'avenir. Bon. Alors, dans ces sociétés qui sont plus ou moins des sociétés du revenu universel, c'est-à-dire que de toute façon, on ne va jamais vous laisser crever de faim, si vous vous ennuyez un peu et que vous avez envie d'avoir un peu d'argent de poche, quoi, de pouvoir vous payer des vacances, par exemple, dans des pays où il y a des aliments qui ont du goût, des trucs comme ça, bon, à ce moment-là, vous allez travailler. Bon, de toute façon, l'État vous fauchera au moins 50% de ce que... Voilà, donc il y a de toute façon une égalisation extrême des revenus. Et donc, qu'est-ce qui s'est substitué, en quelque sorte, à la structure de classe, hein, à la répartition inégale de la plus-value productive? Eh bien, ce sont les fameuses inégalités de patrimoine, c'est-à-dire avant tout l'immobilier. Donc, en gros, dans le monde nordique actuel, vous avez trois classes. Vous avez les boomers qui possèdent leur immobilier, donc qui ne payent pas de loyer, qui même en encaissent. Et alors, eux, du coup, si vous voulez les rencontrer, il faut aller à Palma de Mallorca, etc. J'y étais il y a 20 ans, je crois, je me souviens, sur une plage comme ça. C'était dantesque. Ils étaient 200 comme ça à venir donc on aurait dit un banc de cétacés bon, voilà, c'était des Finlandais.
Donc à raison de plus ou moins 150 kilos par Finlandais et Finlandaise. Hein, bon, voilà. Donc ça c'est en fait, c'est la classe dominante. Hein. Donc ils votent pour les partis de droite, hein, qui sont évidemment en fait, des partis immigrationnistes, LGBT, ce que vous voulez. Bon, mais ils sont pour la propriété privée. Bah oui, c'est le parti des boomers. Hein, voilà, c'est le parti des loyers, hein, des gens qui perçoivent les loyers, hein, qu'on se comprenne. Ensuite, vous avez les Scandinaves non-boomers, hein, donc leurs enfants, donc génération Z, Y, bon, alors, donc les baisers, hein. Donc eux, ils votent pour les partis de centre-gauche, les écolos, donc parce qu'ils sont un peu contestataires, hein, ils l'ont mauvaise, on peut pas dire qu'ils vivent, vous voyez, si vous traduisez en euros ou en monnaie d'Europe continentale, vous avez l'impression qu'ils gagnent des fortunes. Oui, mais enfin, entrez dans un de leurs cafés et puis essayez de boire une bière, quoi, vous comprendrez. Bon, en réalité, ils vivent chichement, hein, au demeurant dans des pays où en novembre il fait nuit à 16 heures. Bon. Donc c'est plutôt la déprime dans l'ensemble, mais ils veulent pas eux. Hein, donc je parle en fait des Europoïdes, hein, des Scandinaves blancs, des enfants, donc des boomers. Ils veulent pas renverser la table, ils sont pas révolutionnaires. Pourquoi ? Bah parce que tôt ou tard, ils vont hériter. Hein. Donc voilà, c'est tout. C'est parce qu'ils ont des perspectives, voyez, cette merveilleuse perspective d'avenir, devenir à leur tour, hein, passer du statut hein, de baiser improductif au statut de baiser improductif, c'est-à-dire devenir à leur tour des boomers. Hein. Donc c'est le boomérisme mental. Ensuite, vous avez la base de la société, c'est-à-dire les gens qui vont dans les rarissimes restos-cafés où on se permet encore, alors du coup c'est cher, hein, du service à votre table. Hein, en Scandinavie, c'est considéré comme un truc, c'est pratiquement l'équivalent d'aller au bordel, hein, c'est-à-dire c'est extrêmement immoral. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui va faire 10 mètres juste pour vous demander ce que vous avez envie de boire. Bon. Donc ça, c'est l'équivalent, on va dire, dans cette société des services, cette société tertiarisée, c'est l'équivalent de ce qu'était le prolétariat avant les soins palliatifs. Bon. Et ça, généralement, c'est diversitaire, hein, c'est racisé. Ils sont malins, hein, ils s'arrangent pour toujours maintenir un cocktail ethnique qui fait, alors vous savez, il y a des Kurdes, mais il y a aussi des Turcs. Puis quand par hasard, ils ont beaucoup de mal à se mettre d'accord, vous voyez, pour faire du syndicalisme ou des trucs comme ça. Bah oui, parce qu'ils sont déjà tellement occupés à se suriner, vous voyez, dans les ruelles sombres. Que, bon. Non, à terme, si vous voulez, surtout à partir de la deuxième génération, je pense que ce non-prolétariat, parce que du moment qu'il n'y a pas de production, théoriquement, d'un point de vue marxiste, il n'y a pas de prolétariat. Mais je pense que ça deviendra tout de même fatalement une classe dangereuse. Et là, on peut refermer la parenthèse scandinave et revenir, par exemple, en France. Si les boomers n'avaient pas décidé, parce que c'est une décision de leur génération, hein, de maintenir à flot la pyramide de Ponzi du patrimoine, hein, la chaîne patrimoine, hein, bon, les chaînes du patrimoine, voilà, bon, en organisant l'importation massive de petits personnels diversitaires, à ce moment-là, on aurait peut-être pu éviter, même à terme, la collectivisation. Mais enfin, vu que l'invasion a lieu, continuera à avoir lieu, bon, tôt ou tard, si vous voulez, les déshérités sans perspective d'intégration à la bourgeoisie du patrimoine, hein, bon, vont être en mesure de se reconnaître entre eux. Hein, ils vont avoir cette identité décoloniale, alors que certains veulent fantasmer comme une identité islamique, vous voyez, le djihad, le califat de Paris, bon... Moi, ce truc-là, ça m'a toujours laissé assez froid. Hein. Je veux dire, si les migrants musulmans, qui sont d'ailleurs de moins en moins en proportion, étaient d'une telle piété islamique, bon, déjà, est-ce qu'ils arriveraient en Europe avec pour seule propriété un smartphone littéralement rempli à craquer de porno occidental? J'ai des doutes. Est-ce qu'ils ne préféreraient pas finalement rester dans leur pays d'origine où il y a tous les minarets, les mosquées, etc., tout ce qu'il leur faut pour vivre une bonne vie vraiment islamique, bien comme il faut? Donc non, franchement, cette espèce de discours zémouroïde, là, vous voyez, donc déguisé en armée de Saladin, ces espèces de hordes d'opportunistes de la dernière espèce, là, bon, venant profiter de c'est pas le califat, hein, c'est la CAF, il ne faut pas confondre.
Mais bon, sur le modèle, simplement, on va dire, du racisme anti-blanc, hein, donc d'Adama Traoré, on a tous tellement souffert, hein, subsahariens, maghrébins, oui, alors bon, c'est sûr que certains avaient des chaînes et d'autres avaient les clés du cadenas, bah, à l'époque, hein, mais là, hein, une fois en Seine-Saint-Denis, bon, bah, je veux dire, c'est les gens qui vont pas hériter, puisque justement, eux, c'est pas les enfants des boomers. Et grande différence avec les déshérités, par exemple, de mon acabit, là, en revanche, on le leur voit au faciès. Hein, vous voyez, la fameuse question des minorités visibles, la fameuse question des contrôles au faciès, etc. Bon, bah, vous voyez, en fait, ça renvoie quand même à des réalités sociales sérieuses. Alors, pas forcément sérieuse au sens où vous voudrez le croire ou vous le faire croire, etc. Les derniers nostalgiques de Tonton, vous voyez, le racisme scientifique, les conneries de Rosenberg et tout ça. Non, non, d'accord, oui, non, ça c'est pas sérieux. En revanche, qui va hériter de l'appart, du pavillon, tout ça? Là, oui, quand même, parce que l'autre, il va payer un loyer. Et là, du coup, là, on rigole déjà moins. Hein. Et donc là, on en vient à ce qu'on pourrait appeler le calendrier de la collectivisation. Hein. Donc comme je le disais, en gros, la question c'est on collectivise quand? On collectivise en 2027 ou en 2037? Alors pour moi, hein, donc, pour mes intérêts individuels et générationnels, hein, donc en tant que membre on va dire, de la génération Z, ascendant génération Y, hein, donc enfoiré, ascendant baisé. Finalement, on pourrait dire que d'un point de vue matériel, ça revient à peu près au même. Puisque si j'avais été assez fou pour rester en France, ou comme le relève très justement dans sa petite vidéo de compromat de KGBiste des années 70, Éric Verreck, je n'ai pas trouvé ma place, et j'en suis extrêmement fier en fait. Hein. Effectivement, j'étais pas assez con pour chercher à trouver ma place dans ce genre de société. Bon, mais admettons, je serais resté en France, bon, moi, j'aurais pu accéder en ville, comme ça, hein, voilà, à la propriété, donc toute traite payée, vers 2047. Hein, on va dire, en principe, à une demi-douzaine d'années de ma mort. Bon, voilà. J'aurais peut-être d'ailleurs fait partie de la toute dernière génération, prenant vers l'âge de 67 ans, justement, une retraite modique, hein, une retraite discount, dont j'aurais peut-être encore pu dans les futurs Club Med hein, de 2050, voilà, jouir pendant 4-5 ans avant de clamser. Donc, du coup, vous allez peut-être me dire, bah, finalement, c'est un truc qui ne me concerne pas. Oui, c'est vrai. D'un point de vue, franchement, d'un point de vue des intérêts matériels, etc., non, ça ne me concerne pas. Mais pour moi, il y a un enjeu moral. L'enjeu moral, c'est que, de mon point de vue, il va quand même falloir, hein, avant qu'ils débarrassent le plancher, que les boomers finissent par goûter au vin qu'ils ont prêché. Et ça, je me le disais déjà cet été, quand je regardais donc sur la chaîne YouTube du Courrier des Boomers. Hein, je regardais. Alors, je ne faisais pas de commentaires à l'époque, vous voyez, c'est pour ça que je suis très content d'avoir recouvré ma liberté de parole en octobre, mais en annonçant dès septembre, hein, contrairement aux calomnies qu'on fait circuler, etc. Ça n'a rien à voir avec le 7 octobre, avec Israël, Gaza, etc. Bon. Et en fait, j'avais déjà très envie de le faire dès juillet, quand je regardais donc sur cette chaîne d'accès gratuit, hein, c'est pas la chaîne patrimoine, hein, c'est la chaîne pour les baisers. Bon. Éric Verreck vous expliquait, hein, dans sa doctrine, hein, je veux dire, cette espèce de poujadisme de gauche bon, que lui appelle libertarianisme, que les Français, hein, donc sous-entendu les sous-chiens, hein, c'est des saloperies de feignants, veulent pas bosser, une fois qu'ils ont bossé, il faudrait même les payer. Non mais c'est quoi ces histoires? Donc, faut bien comprendre, hein, ça fait partie de mes droits de l'homme, de Charlie, etc., d'apporter la moitié de l'Afrique pour tapiner plus ou moins à l'œil. Hein. C'est l'un des droits divins du booméristan. Et je crois que c'est là que, en ce qui me concerne, pour la première fois, je me suis dit, premier tour de 2027, Mélenchon. Pourquoi Mélenchon? Parce qu'il faut... il faut que les boomers aient encore la chance, hein, même si c'est sur la dernière centaine de mètres, mais il faut qu'ils puissent vivre dans la société qu'ils nous ont fabriquée. Hein. Moi, je tiens tout particulièrement hein, à ce que cette formidable diversité, hein, si nécessaire hein, à la réindustrialisation, à l'énergie vitale, hein,
au Frexit. Alors Frexit, mais en restant dans l'Union européenne. Enfin, voilà. Je veux qu'Éric Verregue puisse en profiter, mais même à domicile. Moi, je veux que dans son appartement parisien, donc transformé en communalca, hein, en appartement communautaire, par le Conseil populaire de la République mélenchonienne, bon, je veux qu'il puisse faire l'expérience de cette vitalité diversitaire. Par exemple, dans la file d'attente, hein, avec son rouleau de PQ en main, dans la file d'attente, devant la porte de ses propres, enfin de ce qui constitue pour l'instant, hein, ses propres chiottes. Hein, voilà. Parce que sinon c'est trop facile. Hein, je veux dire, on s'aborde, on vide le frigo, on empoisonne tous les puits, et puis ensuite on va clamser comme ça benoîtement, en bon boomer. D'ailleurs, avec sa petite dose quand même, hein, jurisprudence Françoise Hardy, tout ça, et pas question non plus que des boomers souffrent. Hein, c'était pas du tout le programme. Hein, eux, ils sont pas venus pour ça. Moi non plus, d'ailleurs, je veux pas qu'ils souffrent, pauvres petites choses. Regardez-les, là, comme ça, que c'est tout mou, ça tremblote comme ça, les bajoux, c'est le côté gélatine, si vous voulez. Non, je veux simplement qu'ils puissent vivre leur idéal. Et si vous appartenez comme moi à ces générations d'enfoirés, de baisers, voire de lobotomisés, hein, je reprends toujours la typologie de Drac, ou même si d'ailleurs vous êtes en termes générationnels un boomer, mais je dirais moralement décent, hein, c'est-à-dire un de ces boomers, honneur à l'exception, comme disent les Hongrois, qui ont échappé au boomerisme mental, eh bien, je vous invite en 2027, au premier tour de 2027, à faire comme moi, hein, wir machen das. Et sur ces bonnes paroles, circulez bonnes gens, il n'y a rien à voir.